la réalité du réchauffement climatique et le fait que ce réchauffement est, disons, très certainement lié aux activités humaines et bien entendu, donc à travers l'augmentation de l'effet de serre, lié largement à nos activités, en premier lieu à notre utilisation des combustibles fossiles et le réchauffement vers lequel nous allons de façon, disons, inéluctable va dépendre évidemment des émissions de gaz à effet de serre au niveau des prochaines décennies et au-delà. Si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, c'est quelque chose de très important, avec des conséquences évidemment aussi extrêmement importantes dans tous les domaines, qu'on parle d'extrême climatique, de perte de biodiversité, d'élévation du niveau de la mer importante, de phénomènes irréversibles en général, et en fait aussi des conséquences sur les populations, évidemment. Le dernier diagnostic du GIEC nous dit clairement que, disons, un demi-degré, ça compte, et on commence à voir des conséquences dommageables du réchauffement climatique au-delà de 2 degrés. Ça, c'est très clair. Et donc, en fait, c'est l'objectif qui est inscrit dans l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. La réalité, c'est que cet accord de Paris, même s'il a été pour le moment ratifié par tous les pays, les engagements prennent du retard, et même s'ils étaient respectés complètement, nous irions vers 3 degrés au moins. Pour aller vers 2 degrés, il faudra augmenter ces engagements d'un facteur 3. Et pour 1,5 degré, ce qui serait tout à fait justifié, eh bien, il faudrait diviser par 2 nos émissions à horizon 2030 et atteindre notre neutralité carbone d'ici 2050. Il y aura à peu près 3 milliards de plus d'urbains, de personnes à vivre dans les villes d'ici 2050. Ce sont les estimations. Donc, il est essentiel que l'habitat, l'urbanisme de ces nouvelles mégapoles respecte vraiment cette contrainte de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment, l'urbanisme va être au cœur de notre développement. Les villes, ce sont plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, le bâtiment, l'urbanisme qui va être développé au niveau français, dans nos métropoles, eh bien, va être extrêmement important. Évidemment, dans ce contexte d'une importance, je dirais, accrue de l'habitat, l'habitat social se doit jouer un rôle, et un rôle positif. C'est une mission, je crois, que l'Office de HLM s'est fixée. Il faut que, je crois, les bailleurs sociaux soient exemplaires, y compris par rapport aux bailleurs privés et aux propriétaires privés. Le problème, c'est comment on investit pour réellement avoir un bâtiment, je dirais, exemplaire, aussi bien, donc bien isolé l'hiver, mais aussi, j'aime bien le souligner, qu'il soit adapté à un confort d'été pour le futur, il faut y penser. Eh bien, généralement, ce sont des investissements importants. Ce sont aussi des gains importants à terme, mais simplement les gains, on va les faire sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et toute la difficulté, c'est d'être capable d'investir, d'être d'une certaine façon assurer que ces investissements, disons à moyen terme, à 10-20 ans, se transformeront quand même disons, en bénéfices pour tout le monde. Je crois que c'est possible, mais le problème du financement au départ est effectivement posé. Et on voit bien que ça reste une limite, je crois, des investissements pour les bailleurs sociaux comme pour tous les bailleurs. Il y a eu un autre point qui est important, un deuxième point, c'est que même si on réussit ces investissements, il faut aussi je crois, accompagner les locataires ou les propriétaires. Très souvent, il y a un écart entre ce qui est fait techniquement et puis la réalité des gains. Donc il y a aussi cet accompagnement à avoir. Les locataires ne font pas partie des couches les plus aisées de la population et c'est important de les aider à franchir ce cap, c'est-à-dire à vivre dans des bâtiments, des appartements qui soient adaptés par rapport à cette problématique de réchauffement climatique. Une des conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. C'est très clair. C'est important que les gens qui n'ont pas forcément trop de moyens ne soient pas amenés à consacrer trop d'argent au chauffage, à l'isolation, au confort de leur appartement. C'est bien ça dont il s'agit. Bien sûr, à l'autre extrémité, il y a aussi le problème des passoires thermiques, de la précarité énergétique. Il faut aussi tout faire, effectivement, pour que cette précarité énergétique disparaisse. Une des questions qui se pose pour les bailleurs sociaux, c'est les investissements qui ont été faits, qui ont été déjà faits avec, dans certains cas, disons, l'adoption du gaz. Disons, par rapport évidemment au fuel, par exemple, c'est effectivement pratiquement un facteur 2, disons, de bénéfice. Bon, si les bâtiments sont bien isolés, c'est
aussi un progrès, mais c'est vrai qu'on n'atteindra pas de neutralité carbone de cette façon-là. Le gaz peut rester un vecteur énergétique intéressant, y compris dans ce contexte, si effectivement le gaz renouvelable se développe assez rapidement. En gros, l'idée de la Banque européenne pour le climat et pour la biodiversité, c'est de mettre à disposition alors, de ceux qui réalisent, qui s'investissent dans cette transition énergétique, les investissements nécessaires. En France, on estime à peu près à 45 milliards d'euros supplémentaires chaque année par rapport au budget actuel, ce qui serait nécessaire pour réussir la transition énergétique en France chaque année. Et donc c'est l'objectif de cette banque, de le mettre à disposition à des taux privilégiés, des prêts remboursables. Et puis aussi, là, à côté, le deuxième pilier, c'est la mise en place d'un fonds dédié à cette transition, dont une partie serait effectivement pour des aides au niveau européen pour tous ceux qui s'engagent, que ce soit des entreprises, des particuliers, des organismes comme les organisations des bailleurs sociaux, bien sûr, soit à disposition de ceux qui s'impliquent dans la transition énergétique. Évidemment, derrière, on a l'idée d'un traité. L'idée du traité, c'est d'assurer la pérennité de ces deux outils. Je crois que c'est un projet intéressant parce que c'est synonyme vraiment de dynamisme économique et je crois pour les jeunes d'aujourd'hui, y compris justement dans le bâtiment, c'est quand même créateur d'emplois. On parle de 6 à 900 000 emplois créés nets d'ici 2050 en France et donc c'est une raison supplémentaire pour, disons, aller de l'avant dans cette transition et le bâtiment, l'urbanisme, évidemment les bailleurs sociaux ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est quand même notre système économique qui doit être repensé de fond en comble avec, en gros, plutôt une relocalisation des activités qui peut se traduire d'ailleurs dans le bâtiment. Et il y a beaucoup d'activités à avoir du côté de cette nécessaire, sinon indispensable, mutation alors des bailleurs sociaux, mais de l'ensemble du système immobilier en France vers bien un système bas carbone. Je comprends bien la nécessité des investissements, mais moi j'encourage les organismes à aller de l'avant avec des arguments évidemment aussi, et avec cette conviction que cette transition elle est inéluctable. On ne pourra pas échapper à une transition énergétique et donc je crois que plus tôt on s'y met, mieux c'est. Je crois aussi qu'il faut beaucoup d'intelligence collective, il faut bien sûr, je crois, beaucoup de discussions et d'accompagnement ensuite, disons, des locataires et des propriétaires qui bénéficient des travaux qui seront mis en œuvre. Mais voilà, donc moi je vous encourage à aller de l'avant avec cette idée que, il faut y aller plutôt avec un certain enthousiasme aussi vis-à-vis de nos jeunes qui devraient trouver dans ces dynamiques des bassins d'emploi, des viviers d'emploi relativement importants pour les jeunes d'aujourd'hui.